Le monde, il y a 100 ans, a sombré au fond des océans. L'ensemble des merveilles des siècles oubliés ont connu une fin tragique, comme la plupart de leur population. Les continents ont cessé d'exister et les îles de One Piece sont nées de cette façon. Voici l'histoire que Vegapunk nous conte et ce qu'il tente de révéler, c'est la vérité derrière cet homme qui se tient sous Marie-Joise, l'homme qui a utilisé l'arme antique la plus puissante d'entre tous, Im-Sama. Et ici les Nakama, on analyse le chapitre 1115 qui était juste incroyable. Révélation sur révélation, mais nous, personnellement, on trouve que ça tarde un petit peu et qu'il y a beaucoup d'événements qui ne sont pas assez développés. On en parlera dans ce chapitre, on va tout analyser, mais le discours de Vegapunk va pas assez dans le détail et trop dans le côté superficiel. La plupart de ce qu'il annonce, on l'avait tous deviné. C'est une confirmation, il n'y a pas de souci, les confirmations c'est toujours cool. Et puis, vu le nombre de théories validées qu'on a, on est plutôt content. Et vous aussi, vos théories, il y en a plein qui ont été validées. Beaucoup de personnes ont pensé à pas mal de choses. Nous, personnellement, on avait la montée des eaux, mais on n'avait pas la montée des eaux de 200 mètres, qui est vraiment énorme. Et donc maintenant, place à la review théorie. La page de couverture de cette semaine est hyper intéressante. Non, pas du tout. Je ne peux pas mentir. Elle n'est pas du tout intéressante. On est au début du voyage de Yamato. D'ailleurs, on va voir Yamato dans ce chapitre. Non, pardon. On va voir Wano dans ce chapitre. Pas du tout Yamato. Et ce qu'on voit, c'est Iori et Otoko qui sont en train de préparer un petit bento pour Yamato qui va faire le petit tour du pays. On voit que ce sera pas si grand que ça parce que c'est pas beaucoup en termes de nourriture. D'ailleurs, on le sait bien, Wano, tout le monde en a fait le tour très rapidement. Donc en soi, enfin, je parle du pays, je parle pas de l'arc. Donc en soi, on voit pas trop qu'est-ce qui pourrait être intéressant. C'est même une image qui pourrait être juste une image d'Oda quand quelqu'un a demandé. Et là, ça fait partie de la mini-story. Bon, espérons qu'il y aura un peu plus de choses dans cette mini-story. Au moins, on va découvrir les prochains daimyo. Et ça, ce sera déjà très intéressant. Première page du chapitre. Wano Kuni. Le drapeau flotte toujours sur le pays des shoguns. Momo et les fourreaux rouges écoutent la diffusion avec les Denden Mushi d'Orochi. Le fils d'Oden fait comprendre qu'il connaissait ce nom, ce fameux Joy Boy, mais il ignorait totalement que c'était un pirate. Base du G4. L'équipage de Demalo Black est enfermé sur place, mais cette fois, ils se sont fait passer pour l'équipage de Kid. Retour sur Egghead. La diffusion continue. Vegapunk choque tout le monde par ses paroles. Il annonce que ce Joy Boy a affronté une certaine organisation il y a très longtemps. Et cette organisation, eh bien c'est le gouvernement mondial d'aujourd'hui. Les marines sont totalement choqués, le Gorosei fulmine, et Mars élimine toute trace de vie dans le dôme. Vegapunk annonce que cette alliance temporaire des 20 rois était la seule façon de faire tomber Joy Boy et ses alliés. Mais par contre, il ne connaît pas du tout le début de la guerre, ni qui était le bien ou le mal. Mais ce qui l'intéresse surtout, c'est le royaume où il est né. Un royaume si incroyable que leur science dépassait de très loin celle actuelle. Et c'est bien là le problème. Zou. Lemming s'écoute la diffusion également. Quelque part sur l'océan. L'équipage de Foxy ne prête pas beaucoup d'attention à ces nouvelles. Egghead à nouveau. Stussy parle à Edison. Celui-ci lui demande de désactiver la barrière et de fuir. Des personnes sur cette île peuvent passer la barrière. Ça ne sert absolument plus à rien. Mais Stussy annonce que de toute façon, sa vie n'a plus aucun sens sans le Stella. Nami de son côté engueule Zoro et Jinbei. Elle leur demande de se dépêcher car s'ils n'arrivent pas à fuir, eh bien ce sera totalement de leur faute. Ils ne seront jamais pardonnés. On commence cette review avec un coup de gueule. Sérieusement, Momonosuke, il a appris quoi dans cette review? Alors je suis trop à fond dedans. Il a appris quoi dans le carnet d'Oden? Parce qu'à chaque fois, on a l'impression qu'il va dire des choses, mais en fait, il dit rien du tout. Ah, Joy Boy, tu le connais? Il était donc pirate. Mais donc c'était pas écrit dedans. Oden, lui, il est parti jusqu'aux confins du monde. Il a ramené quoi comme information? Dedans, est-ce qu'il y a juste son voyage? Est-ce que des fois, il écrit Joy Boy juste pour le plaisir? Mais on comprend pas en fait, on comprend pas. Toki, est-ce qu'elle a vraiment enlevé toutes les pages très intéressantes, très importantes? Et Momonosuke, en fait, il connaît rien du tout. Il fait croire qu'il connaît des choses, mais c'est absolument pas le cas. Non, on a cette impression du début à la fin. Alors, si un jour Momonosuke, il nous sort une dinguerie en disant des choses, pourquoi pas? On sait même pas si c'est pour la montée des eaux qui a eu lieu dans le passé. On sait même pas si il est au courant de la montée des eaux qu'il y aura dans le futur. On se pose beaucoup de questions sur lui. Mais heureusement, on a quelqu'un qui relève le niveau. Ce sont des cosplayers professionnels dans le monde de One Piece. C'est l'équipage de Demalo Black. Et ça, franchement, ça fait plaisir de les revoir. Et là, on est hyper choqués. Cette fois-ci, ils sont arrêtés de se faire passer pour l'équipage de Luffy. Ce qui est juste dingue. Là, d'un coup, ils sont passés sur l'équipage de Kid.
Et pourquoi ils ont fait ça? Eh bien tout simplement parce que pour nous, ils ont perdu pas mal de membres de leur équipage. La plupart sont partis en prison. D'ailleurs, eux, ils étaient censés être à Impel Down. Et une autre partie avait été tuée, semble-t-il, par Caribou. Mais il semblerait que certaines personnes qui étaient là-bas ont survécu. Ils sont pas assez nombreux, donc ils ont commencé à se repasser pour l'équipage de Kid parce que peu d'entre eux ont une réelle prime. On a forcément le Captain Kidd, Killer, Wire et Hit. Et on a les 4 actuellement. Ça fait plaisir de les revoir. Là, Oda, il place vraiment tous ses personnages et c'est très intéressant. D'ailleurs, une autre base de la marine vient d'apparaître, c'est le G4. On n'avait jamais vu le G4 auparavant. Peut-être que c'était la prison où le Baroque avait été enfermé, mais on n'a aucune confirmation là-dessus. On l'a dit au début de cette review, Vegapunk tourne un peu en rond. Et là, encore une fois, il nous donne des informations qu'on avait à peu près. On avait l'impression qu'il allait parler de Joy Boy en détail, que peut-être on aurait un petit peu sur sa vie, sur sa naissance, sur un début de flashback en fait. Et au moins des informations très croustillantes. Et là non, il ne fait que dériver. Mais pour parler de Joy Boy, j'ai besoin de parler de là où il est né. Mais pour parler de là où il est né, eh ben je vais parler de la guerre antique, du siècle oublié en fait. Mais en soi, il ne fait que tourner en rond. Maintenant, il est sur les armes antiques, on le verra plus tard. Mais dans tout ça, on pense qu'il n'y aura qu'une seule vraie information qui va ressortir de ce discours et que le reste sera à découvrir par la suite. C'est très intéressant, on va encore avancer, mais Oda retarde encore une fois. C'est le même cas que pour le carnet d'Oden, où on croyait que toute la vérité serait faite, Momo saurait des choses et que Joy Boy serait élucidé à la fin de Wano, et ce n'était pas le cas. Là, c'est la même chose. Joy Boy, on va donner quelques informations, mais il ne sera pas élucidé à la fin des Gate, et encore moins les autres mystères. Et il le dit lui-même, il n'a pas lu tous les poneglyphes. Il n'a qu'une partie de l'histoire oubliée. Et d'ailleurs, on l'avait précisé, on l'avait bien dit, c'était impossible qu'il ait l'ensemble de l'histoire, car un seul équipage est arrivé au fin fond de ce monde, c'est celui de Gold Roger, et il est impossible que Nico Olvia y est arrivée toute seule. Même si elle avait un petit équipage, mais c'était tous des archéologues. Au moins, le début de cette histoire nous montre bien qu'il y avait 20 rois, ça on le savait, et les 20 rois ont fait une coalition, mais pas une coalition qui devait durer éternellement et devenir le gouvernement mondial. C'était une coalition de circonstances. Il s'est passé quelque chose après, et cette chose, on le sait tous, ça s'appelle Im-Sama. Et donc, peut-être que cette information-là, on l'aura à la fin du discours de Vegapunk également. Même si nous, on pense clairement que le Gorosei va finir par réussir leur mission et arrêter Vegapunk. Imaginez juste en fait cette grossièreté, j'ai envie de dire, mais je sais pas comment dire, cette dinguerie, mais puissance 1000. Le Gorosei, les 5 plus puissants de One Piece au niveau ennemi qui débarquent et qui sont même pas capables en fait d'arrêter une diffusion. Mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Il n'y aura plus aucune crédibilité dans cette histoire pour eux. D'autres personnages font des petites apparitions comme Carotte qui est au pays des Minx, et là c'est la première apparition de Carotte en tant que duchesse de Momonosuke. En tant que duchesse de Mokomo. Oh, c'était difficile de le trouver ça. Duchesse de Mokomo, et franchement, ça aussi, ça fait plaisir. Hein. Faut pas déconner, Carotte, tout le monde l'aime quand même un peu bien, même si certaines personnes ne l'aiment pas du tout. Et elle est devenue duchesse de Mokomo, on veut bien voir qu'est-ce qu'elle fait, mais bon, là, pour l'instant, on la voit juste. Et l'autre équipage, c'est celui de Foxy. Et Foxy, il est sur une barque, et il n'y a pas beaucoup de personnes avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, c'est son Davy Backfight. À force de jouer l'astuce, de faire du Davy Backfight encore et encore, eh ben, il a tout perdu. Il a même plus de drapeau. Il a sans doute perdu son drapeau, perdu son équipage. Certains sont partis avec lui. Mais dans l'idée, il est sans doute plus pirate en fait. Il est plus grand chose, il a plus le droit d'être pirate s'il respecte les règles du Davy Backfight. Et cet homme, même s'il trichait beaucoup, il respecte les règles du Davy Backfight. Ceci aussi est très intéressante dans ce chapitre car elle montre qu'elle est trop atteinte par la mort du corps principal, même si le cerveau est toujours là et que beaucoup de Vegapunk sont encore présents. Elle, c'était juste protéger le Stella, le but de sa vie. Elle a tout fait pour ça, elle s'est même infiltrée en fait dans tout, même dans le CP0 pour y arriver. Et là, la pauvre, elle trouve plus de but à sa vie. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Kaku fait la même chose à côté en fait. Il a l'air un peu dépité. Kaku, lui, faut pas l'oublier. Son histoire est toujours liée au Cypher Pole. Il a grandi dans le Cypher Pole, il a été entraîné avec les membres du Cypher Pole, il a intégré le CP9, il a toujours été avec Lucci. C'est ça le point essentiel là-dedans, c'est Lucci. Il a grandi pour Lucci, pour défendre Lucci, pour permettre à Lucci de devenir quelqu'un de très important. Aujourd'hui, il ne sait pas quoi faire. On voit qu'il y a un respect entre les deux. Et lui, il pense forcément à Lucci. C'est la seule personne qu'il doit protéger éternellement. Et enfin, ce petit discours de Nami qui engueule tout le monde, ça fait super plaisir parce que c'est le retour de l'interaction entre les membres de l'équipage qui nous manque un peu.
Il y en a de temps en temps entre les arcs et pendant les arcs de temps en temps également. Là, c'est le cas, ça fait plaisir. Et Nami qui menace un petit peu Zoro et Jinbei. Jinbei qui s'écrase totalement, mais Zoro qui lui fait attention quoi. Et oui, c'est ça l'interaction dans l'équipage. Bientôt, c'est la fuite, ça c'est sûr. Et ça va arriver très très vite. Egghead va bientôt se finir. Sur les berges, Nazjuro se déchaîne. Tous ont peur de son épée qui peut tout trancher. Et il attaque Bonnet qui se fait sauver de justesse par Franky. Mais par contre, c'est le bateau des géants. En parallèle, l'histoire continue. Vegapunk confirme que le siècle oublié a pris fin avec la défaite de Joy Boy. Et les conséquences ont été bien plus graves, ce qui enrage encore plus Nazjuro qui s'élance et tranche d'hommes libérant tous les séraphins et les agents du Cypherpole. Leur chute est accompagnée d'une vérité bien dérangeante. L'ancien monde est au fond de la mer. Et selon ses recherches, l'eau en l'espace de 100 ans est montée de 200 mètres. En entendant ça, le monde entier est sous le choc, et tous oscillent entre rire et stupéfaction. Royaume Sakura. Dalton a du mal à y croire, alors que Kureha trouve que le monde est encore bien plus intéressant. Dans une ville éloignée, les anciens membres du Baroque Works écoutent également. À Water 7, tous écoutent calmement, comme Vivi, Morgan et Wapol au World Economic. Et enfin, Vegapunk annonce ce qui a causé ce changement. Absolument rien n'était naturel. Une main humaine était derrière tout ça. La science est allée bien trop loin et elle a fait sombrer le monde. Les armes antiques ont été utilisées. Et cette puissance de feu, elle est toujours là, toujours prête à être utilisée. Et la conclusion, eh bien, elle est très simple. Cette guerre, elle est toujours en cours. On commence avec du Franky high level. Et clairement, Franky vient de faire quoi? Il vient de sauver Bonnet. Il a été plus rapide que le sabre de Nazjuro. Il a tout démonté. Ce mec, il avait fait one shot un vice-amiral juste avant. Là, il fait ça. Mais qu'est-ce qu'on peut demander de plus à cet homme? Il est juste incroyable. Depuis Wano, il est imbattable, le gars. En fait, depuis la fin de l'ellipse, on ne sait pas, il n'a pas l'air d'avoir évolué en soi, mais il est resté imbattable depuis la fin de l'ellipse. C'est le seul Mugiwara à avoir fait ça. On se demande même si maintenant, il ne peut pas battre Doflamingo tout seul, quoi. Faut pas déconner, faut se poser les bonnes questions sur ce personnage. Et ça reste intéressant. Par contre, le Drakkar, lui, il n'a pas survécu. Il a été tranché au niveau de la tête de proue, mais aussi au niveau de certains mâts. Il va moins bien fonctionner, ça c'est sûr. D'ailleurs, je crois que c'est le Gret Erik, le grand Erik, en référence à un roi du Danemark. Ce navire est mythique, c'est le navire des géants, le navire de Dory et de Broggy. Ils l'ont abîmé. On ne sait pas où ça va aller cette histoire. Moi, il peut être réparé, il n'y a pas de souci, tout ça, c'est très bien. Mais Oda fait un choix assez audacieux, surtout de l'abîmer avant l'arc Elbaf qui va arriver en fin d'année. Donc, nous, on veut voir un petit peu où ça va aller. Est-ce qu'ils vont vraiment s'enfuir avec ce Drakkar ou alors est-ce qu'ils vont passer juste par le Sunny? Mais il y a des géants, donc forcément, il y aura des choses à faire. On vote maintenant pour une séparation de l'équipage. Une partie de l'équipage, Franky et compagnie, vont aller avec les géants et l'autre va pouvoir aller avec le Sunny. Luffy, lui, il va aller où ça? Peut-être qu'il sera enlevé par le gouvernement. Qui sait? Là, ça a l'air bien parti pour que ce soit le cas, parce que mine de rien, il est avec des membres du Gorosei, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer par la suite. Et peut-être que la Grande Guerre, nous, on a toujours eu cette théorie, va être déclenchée parce que Luffy va être enlevé. Et c'est le moment. Le plus grand des épéistes, maintenant on peut le dire, c'est Nazjuro. Clairement, il vient de faire un truc incroyable. Il a tranché le Punk Record facilement. Et le Dom n'était pas encore désactivé, semble-t-il. Donc on se pose des questions. Cet homme, est-ce qu'il est plus fort que Mihawk? Est-ce qu'il mérite le titre de meilleur des épéistes? Sauf que comme il se bat jamais, il reste dans la salle des 5 anciens. Et ben voilà, il se fait un petit peu oublier, il n'a pas envie de se battre. Il a déjà, semble-t-il, une Meito, le premier Kitetsu. Donc oui, on pense que c'est lui. C'est l'adversaire ultime de Zoro. C'est celui qu'on doit battre, qu'il doit battre pour pouvoir prétendre à ce titre. Mihawk n'est pas le but ultime. On l'a répété encore et encore. Il est très fort, Mihawk. C'est sans doute actuellement le deuxième plus fort. Mais on ne voit pas Zoro devoir tuer son maître pour prendre sa place. Non, mais par contre, on voit Zoro tuer quelqu'un d'autre pour prendre la place de meilleur épéiste. Et Nazjuro, en faisant ça, il fait quoi? Il libère pas mal de personnes. Il libère les Séraphins, il libère le Cypherpole. Donc là, encore plus d'ennemis. On se prépare vraiment pour une fin d'arc qui va être épique, c'est-à-dire qu'on va voir le gouvernement avec toutes ses forces et les Mugiwara qui sont en train de s'éloigner et on voit ces choses-là. Les Mugiwara vont devoir se battre contre tout le monde, toutes ces personnes-là, dans la guerre finale. Et ça reste quelque chose d'assez incroyable à voir, assez puissant. Et c'est vraiment une image de fin qui peut vraiment faire une belle fin d'arc pour Egghead. On apprend aussi la défaite de Joy Boy et ça fait assez plaisir. Mais surtout l'ombre qu'on voit, c'est l'ombre de Luffy du Gear 5. Donc là, Oda ne se le cache même plus. Joy Boy, il avait la tête de Luffy, on dirait, il avait la forme du corps de Luffy. Il avait l'air de sauter comme Luffy, c'était Luffy, c'est tout. Et il dit que cette défaite, ça a fait pas mal de choses pour l'humanité. Comme la montée des eaux de 200
mètres. 200 mètres, c'est énorme, mais c'est vraiment énorme. D'ailleurs, dedans, on compare ça à des montagnes. C'est violent quand même, 200 mètres. Donc, nous, personnellement, on se pose pas mal de questions. Comment les gens ne s'en rappellent pas? On a fait pas mal de théories là-dessus. On vote pour la théorie du fruit du démon qui a fait oublier les choses à beaucoup de personnes. Parce qu'après une telle tragédie, c'est obligatoire qu'on s'en souvienne. Enfin, on a tous appris à l'école des événements qui ont eu lieu il y a plus de 1000 ans de cela quand même. Donc, évidemment, l'histoire, elle existe. Mais elle a été oubliée, effacée, et ça a une grande signification. On va refaire une théorie sur le sujet très bientôt, donc ne vous inquiétez pas. Mais le plus important, c'est que les hommes poissons auraient pu trouver ces vestiges. Il semblerait qu'ils soient encore là, on les a vus actuellement, même s'ils ont un peu été détruits par l'eau salée. Là, pour le coup, on se pose vraiment des questions. Pourquoi les hommes poissons n'ont jamais rien remarqué réellement? Pourquoi ils n'ont pas ramené ça près de leur île? Qu'est-ce qui se passe? À quel moment on se demande pourquoi ça a changé? Pourquoi ça n'a pas été fait? Le monde d'ailleurs rigole de cette histoire. C'est un petit peu l'histoire de Joy Boy. Que certaines personnes rigolent, c'est très bien. Mais ça nous étonnerait que ce soit l'histoire qui a fait rigoler Gold Roger sur l'île finale. Ce serait vraiment bien cruel. Mais par contre, c'est vrai que c'est difficile à croire. Tu vis dans un monde où jamais personne n'a évoqué cette idée, et là d'un coup, d'un seul, c'est fait. C'est un petit peu comme si que tu es au Moyen-Âge et que quelqu'un débarque en disant « Eh ben, il y a un gros continent par là-bas, hein. Énormément de terre ». Personne n'y croirait et pourtant c'est la réalité. Et c'est ça, toute la magie de One Piece, c'est de reproduire ce que certaines personnes ont pu vivre dans notre monde. À travers l'histoire et à travers pas mal de choses. La montée des océans, c'est aussi un problème auquel on fait face. Pas aussi rapide. Nous, c'est quelques centimètres et c'est déjà très compliqué. Alors, amplifié à 200 mètres, alors là, on est à un niveau qui est pas possible. Mais Oda, quand même, il a fait bien les choses. Il a fait ce chapitre pour qu'on revoie, en fait les derniers chapitres également, on revoit des personnages qu'on n'a pas vus depuis longtemps et ça fait quand même plaisir. Personnellement, j'adore ce genre de chapitre pour ça. C'est un chapitre tour du monde, mais plus. On voit même pas des primes. Mais là, ce qu'on voit, c'est vraiment l'histoire en elle-même. J'ai hâte personnellement de voir les Yonko actuels, plus Crocodile, plus Mihawk, et donc de voir leur réaction vis-à-vis de ça. Est-ce que quand, à la fin, on est sûr, il y aura une dinguerie qui va être sortie. Est-ce qu'on va voir l'ensemble des Yonko avec un sourire de malade et se dire, ça y est, surtout Shanks. Et l'accusation ultime, c'est contre Im-sama. Il a utilisé les armes antiques. C'est ce que Vegapunk semble nous dire. Est-ce que c'était légitime, pas légitime? C'est pas sa question. Mais les armes antiques ont bien été utilisées et à une échelle qui est tout autre. Là, on a bien vu que sur Lulusia, c'était Motherflame. Motherflame, c'est de la grosse technologie qui a permis de faire ça, détruire une île entière quand même. Alors que la technologie qui a été utilisée pour le siècle oublié, elle était encore plus puissante et plus destructive. Il semblerait qu'un seul tir ait fait Enies Lobby et fait monter les eaux de 200 mètres, ce qui n'a rien à voir. Là, on était sur du, pas beaucoup, 1 mètre je crois. Alors, 200 fois plus, ça veut dire que cette technologie était 200 fois plus évoluée, c'est un raccourci grossier, hein, 200 fois plus évoluée que celle de Vegapunk. Et c'est normal qu'ils trouvent que c'est un problème, parce que si la technologie sert à faire des armes de ce type-là et l'utiliser, et ça fait ce genre de résultat, c'est très compliqué. Nous, on le dit tout de suite, l'arme qui a été utilisée est une arme qu'on peut utiliser qu'une seule fois. Kim-sama n'a pas voulu utiliser plus de fois parce que l'eau montrait trop vite. Il l'utiliserait qu'en cas d'extrême nécessité. Il n'avait plus la nécessité en soi. Il avait 900 ans, pendant 900 ans, il a fait sa petite popote, il a avancé. Et là, aujourd'hui, Motherflame a été créé. C'est Zeus. Pour nous, en fait, l'arme, c'est Zeus. En fait, Jupiter, c'est l'arme ultime des armes antiques, mais en version plus petite. Motherflame, c'est même pas 5% de la grosse arme ultime, donc ça, on peut l'utiliser un peu partout. L'eau va monter un petit peu, mais c'est encore gérable. Et voici les petites prédictions pour le chapitre suivant. Le nom de la plus puissante des armes antiques est révélé, Jupiter. Mars trouve l'escargophone tant recherché et coupe la diffusion juste avant que l'identité d'Im-sama soit dévoilée. Les Mugiwara arrivent enfin à se réunir, la fuite est proche. Et enfin, un étrange nuage se dirige vers les lieux. Et voilà les Nakama, c'est la fin de cette vidéo, on espère que ça vous a plu et franchement, bientôt les choses ont changé et croyez-nous, vous n'êtes pas prêts.